Bonjour à tous, capsule juridique numéro 237 du 14 janvier 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA. Tout d'abord, dans l'État de Géorgie, le député Buddy Carter vient de déposer une proposition de loi visant à supprimer la quasi-totalité des impôts pour les remplacer par une seule et unique taxe sur la consommation. Ceci se réfère à un mouvement d'économistes dont j'avais déjà parlé dans une précédente capsule d'il y a 2 ans tout juste, c'était la numéro 130 en date du 11 janvier 2023. Et sur le site du député Buddy Carter, il y a également, en plus du communiqué de presse et de la proposition de loi elle-même, un texte nommé Myth versus Facts, donc le Fair Tax Act, mythe contre fait. On y trouve notamment un texte qui date déjà de janvier 2023, donc au moment de ma première capsule, et dans lequel le député répond à une série d'objections qui ont été émises à ce moment-là contre cette taxe. Dans le communiqué de presse actuel, on lit ceci également, je cite: « Le Fair Tax Act abrogerait le code fiscal actuel et le remplacerait par une taxe nationale unique sur la consommation. En plus d'éliminer tous les impôts sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, l'impôt sur les décès, les impôts sur les donations et les charges sociales, l'impôt équitable éliminerait également le besoin de l'IRS, qui est donc l'administration chargée de la collecte et de la perception de cet impôt. Le Fair Tax Act, poursuit le communiqué de presse, est exactement cela, juste. Il s'agit de la seule proposition fiscale qui soit simple, favorable à la croissance et qui permette aux Américains de conserver chaque centime de leur argent durement gagné, tout en éliminant complètement le besoin de l'IRS. Je suis fier de diriger cette législation développée en Géorgie qui confie au peuple américain et non aux bureaucrates la responsabilité de son taux d'imposition, a déclaré le représentant Carter. Ensuite, on cite des propos d'autres députés qui soutiennent la même proposition. Je cite toujours: « Les Américains qui travaillent dur ne devraient pas avoir besoin d'une équipe d'avocats ou de comptables pour remplir leurs impôts. Ils ont besoin d'un système simple qui encourage la croissance et l'innovation. Les contribuables ne devraient pas être ciblés par des agents de l'IRS parce qu'ils souhaitent conserver une plus grande partie de leur argent durement gagné. C'est pourquoi je suis fier de soutenir cette législation menée par la Géorgie pour simplifier notre code fiscal et garantir à davantage d'Américains la possibilité de réaliser le rêve américain, a déclaré le représentant Barry Loudermilk. » Ensuite un autre. Je suis fier de soutenir une fois de plus le Fair Tax Act. Cette législation fournit une solution de bon sens pour éliminer le besoin d'un IRS militarisé, simplifier notre code fiscal et favoriser la prospérité économique. Il est temps d'adopter cette loi afin que nous puissions responsabiliser les contribuables qui travaillent dur et rendre le rêve américain à nouveau abordable, etc. Il y en a d'autres, vous verrez sur la page. Donc affaire à suivre. Et cette proposition de loi a été introduite pour la première fois en 1999, apparemment, par un ancien député géorgien qui s'appelait John Linder, puis portée ensuite dans les années suivantes, avant d'arriver à cette proposition-ci qui est en cours, et qui donc apparemment semble avoir été relancée, mais elle n'est pas encore votée, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aux USA toujours, une autre procédure est très intéressante. Au départ, une plainte avait été déposée par un certain monsieur William Scott contre la Bill and Melinda Gates Foundation. Cette plainte était déposée devant l'administration fiscale, donc précisément l'IRS dont on vient de parler. Ce monsieur Scott, en septembre 2024, estimait que la fondation Gates s'était engagée dans des activités à but lucratif sous couvert d'œuvres caritatives. Monsieur Scott déclarait notamment, je cite: « Sous prétexte d'améliorer la santé mondiale, la Bill et Melinda Gates Foundation et le Trust Gates s'est engagé dans la promotion, la fabrication et la vente de vaccins contre le Covid-19 dont la sécurité ou l'efficacité n'a pas été suffisamment testée pour leur utilisation prévue. Il affirme en outre les affirmations selon lesquelles ces efforts relèvent de la charité sont fausses et il a agi de mauvaise foi. » Fin de citation. L'article sur lequel je me base et dont le lien est aussi évidemment sur ma capsule dit également ceci, je cite à nouveau. Depuis sa création en 2000, la fondation Bill et Melinda Gates est un leader dans le domaine de la santé mondiale, déclarant des revenus exonérés d'impôts de 6 840 102 370 $ en 2023, uniquement en 2023. Parmi ses investissements importants, la fondation a fourni 55 millions de dollars à BioNTech en 2019 pour le développement de vaccins. Et on parle bien de 2019, donc soit avant, soit après la déclaration officielle de l'arrivée de ce Covid. Et la source de l'information est également précisée. Ensuite, l'article évoque différents conflits d'intérêts entre la présidente de cette fondation, une certaine Margaret Hamburg, qui avait auparavant siégé en tant que présidente de la FDA de 2009 à 2015. Le monde est très petit, une fois encore. Et également quant à d'autres interlocuteurs, dont le mari de cette dame également. Je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là, vous verrez ça dans l'article.
Ce que demandait ce monsieur Scott, c'était de révoquer le statut permettant à la Gates Foundation de bénéficier d'une exonération fiscale, ce qui aurait alors d'importantes conséquences que je vous lis. Je cite. Responsabilité fiscale. Un impôt fédéral annuel estimé à 1,44 milliard de dollars pour 2023 sur la base d'un taux d'entreprise de 21% sans compter les taxes d'État ou les pénalités des années précédentes. La déductibilité des dons, la perte des déductions fiscales pourrait avoir un impact significatif sur le niveau de dons. La Fondation devra également réduire ou modifier ses activités caritatives. Il faudrait estimer la perte de richesse, un impact financier annuel immédiat de plus d'1 milliard de dollars, avec des impacts à long terme sur sa dotation, et la perception du public et les conséquences juridiques. La confiance du public pourrait diminuer, ce qui pourrait conduire à un examen juridique plus approfondi. Fin de citation. L'article poursuit en énumérant d'autres conséquences que ce monopole fiscalement privilégié crée dans le monde de la santé. Des biais dans l'orientation de la recherche, des conflits d'intérêts, l'impact sur la confiance du public, etc., avec de multiples sources à l'appui des affirmations qui sont faites. L'article insiste ensuite sur l'importance du financement que cette fondation Gates a investi dans de nombreuses organisations, notamment Gavi, CEPI, l'OMS, etc. S'ajoute à cela le fait que toutes les études sur les effets secondaires des injections sont mises sous le tapis et les promesses de RFK Jr. de revoir les recommandations fédérales en matière de vaccins de façon générale. Un premier jugement a été rendu dans cette affaire et on est à présent au stade de l'appel. Les actes de procédure sont en lien sous l'article et donc c'est une affaire très très intéressante à suivre de très près parce que si elle aboutit, eh bien l'exonération fiscale de la fondation Gates sera supprimée. J'imagine qu'il n'y a pas de... c'est on ou off, quoi. Il ne doit pas y avoir de mesures et de demi-mesures. Mais en tout cas, c'est une affaire à suivre parce qu'en effet, les conséquences seraient très très importantes. Et à ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous remettre ici une petite séquence de 2019 que vous avez sûrement déjà vue 20 fois, mais qui fait parfaitement écho à la plainte dont je viens de parler. $1 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? Over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. I think the numbers that you ran through were if you had put that money into an S&P 500 and reinvested the dividends, you'd come up with something like $17 billion, but you think it's $200 billion. Here, yeah. Et une petite citation pour terminer, ça faisait longtemps, je cite, « La censure est l'enfant de la peur, le père de l'ignorance et l'arme des tyrans ». Fin de citation, c'est attribué à une auteure américaine qui s'appelle Laurie Halse Anderson. À très bientôt, tenez bon, au revoir.